Hello! En espérant que vous vous portez bien, je suis ravi de reprendre les rênes de la chaîne et de vous offrir ma sélection généreuse dans cette rentrée littéraire. Fais chauffer le thé, prends de quoi noter et mets-toi à l'aise. Aujourd'hui nous sommes là dans l'amour et dans la bonne humeur. T'es prêt? Attention, top départ! J'ai le plaisir et la joie de vous annoncer que parmi les 25 livres chroniqués de cette vidéo, il n'y aura pas un, pas deux, mais bien 3 romans qui m'ont tenu en haleine et que je tiens à défendre. Et parmi cette grande cuvée de 524 romans qui sont publiés cette année pour la rentrée, j'ai choisi de mettre en avant et en lumière des univers variés. Des auteurs jeunes, des premiers romans, des auteurs chouchous, des romans étrangers, le tout dans des maisons d'édition plus ou moins grandes. Il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tous les goûts. Et ainsi commençons cette vidéo avec un premier roman remarquable. Le jour où vous vous réveillez avec la barre dans le caleçon, la vie commence. Rhapsodie des oubliés ouvre le bal de cette rentrée littéraire, publiée aux éditions de La Martinière. Nous sommes dans la tête d'Abad. Abad a 13 ans et vit dans le 18e arrondissement de Paris, dans une rue avec une odeur de poubelle et où les murs ressemblent à des visages qui pleurent. Dans ce quartier, derrière la violence, la drogue, les putes et le désir féroce de vivre, Abad se rend compte très vite qu'il ne rentre pas dans les mêmes cases que les autres enfants de son âge. Lui qui, malgré son énorme bagage émotionnel, ne veut pas faire partie du système. Des problèmes de famille en problèmes sociétaux, l'aide sociale à l'enfance, les placements, l'adolescent devra faire de son mieux pour trouver un sens à ses lendemains, savoir d'où l'on vient et savoir où est-ce qu'on ira. Alors là, nous avons, bim, tout de suite, un premier coup de cœur. Dès le premier paragraphe, j'ai su d'emblée que j'allais m'attacher tout de suite à ce personnage, ce jeune garçon drôle qui a un caractère fort, qui s'accroche à toutes les barques dans une langue riche, captivante, explosive, influencée par la culture et la littérature afro-américaine. En d'autres termes, je me suis régalé. Tu veillais sur mes jours et mes nuits, tu repoussais la mort, de toute la puissance de ta volonté, de toute la ferveur de ton amour. Aux éditions du Cherche Midi, Emmanuel Pirotte nous emmène dans sa machine à remonter le temps et nous embarque au cœur de l'Angleterre élisabéthaine. Le roman est un huis clos. C'est l'histoire de Walter qui recueille chez lui, dans son manoir au pied de la falaise, son ami laissé pour mort après une bataille. Cet ami, c'est Christopher Marlowe, poète, écrivain, dramaturge, connu pour son existence mystérieuse et parfois violente. Alors qu'il est en sursis, il fait la connaissance de Jeanne, l'épouse de Walter. Jeanne est très belle, mais hélas délaissée par son mari. Entre le poète et cette femme naîtra une relation et une passion dévorante. Ils s'échangent des lettres et les moments épistolaires sont à couper le souffle. Cet amour est a priori sans tabou, mais entrecoupé d'angoisses troublantes, puisqu'en effet, Christopher, lui qui a toujours aimé les hommes, bim, se retrouve dans les bras d'une femme. C'est cru, magnifique, flamboyant. Emmanuel Pirotte rend hommage à ce morceau de l'histoire avec un énorme réalisme. Je n'ai lu aucun des livres de papa. C'est bien suffisant d'en subir les conséquences. Revenons au moment présent et en compagnie de Lionel Duroy et des éditions Julliard. Nous étions nés pour être heureux, un titre qui appelle à l'union, à l'espoir, à l'amour. Paul est écrivain depuis 30 ans et a beaucoup écrit sur sa famille. N'en déplaise à certains, en effet, puisque beaucoup de membres de sa famille ont décidé de couper les ponts avec lui. N'y tenant plus de tout ce silence et de ces non-dits, l'heure est à la réconciliation. Paul organise un énorme déjeuner et invite chez lui toute sa famille. Les frères, les sœurs et leurs enfants qui eux aussi sont devenus parents, et puis 2 de ses ex-femmes. Autant vous dire qu'il y aura du monde autour de cette table. Alors, les invitations sont lancées, viendra qui pourra, et puis on verra ce qui se passe. Les dialogues fusent, le ton monte parfois, les règlements de compte, depuis quand est-ce que tout cela est arrivé, pourquoi, comment. Bien évidemment, on aborde le sujet principal, on parle des romans de Paul et de cette vérité un peu dissimulée. Bref, on lave son linge sale en famille, entre le jambon cru, le melon, le fromage et le café. Une vraie fresque familiale bien immersive et très travaillée. La psychologie des personnages est bien amenée, bien réfléchie et durant un bref instant,
je me suis revu enfant autour d'une grande table avec toute la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, sœurs, cousins, cousines, tout le monde, avec cet esprit de bienveillance, de partage, voilà, à savourer et à profiter du moment présent, enfin, la vie quoi. Et ça c'est plutôt dingue ce que la littérature peut faire de la télépathie en temps différé. Voilà, un auteur écrit sur son lieu de travail, sans savoir que ces mots si fraîchement posés et bien pensés donneront un écho à un lecteur inconnu à des kilomètres à la ronde. C'est formidable. Je croyais que l'homme mort, c'était moi. Traversons l'océan Atlantique et cap sur l'Amérique, dans le Montana, avec Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Un petit coup de foudre. Un couple jeune et débordant d'énergie fait place à Taz et Marnie. Ces deux-là s'aiment si fort et là tout d'un coup, boum, Marnie tombe enceinte. Leur quotidien s'en retrouve chamboulé, mais ils commencent à retaper leur petite maison avec leurs maigres moyens, et au fur et à mesure des travaux, l'avenir leur semble plus précis, ils envisagent le futur avec confiance, tu m'étonnes, un enfant ça change la vie. Mais au moment de la naissance du bébé, Marnie meurt. Taz, totalement anéanti, se retrouve avec sa fille à élever sur les bras et les travaux de la maison à terminer. Un boulot à temps plein, un boulot de dingue, un boulot qui demande des insomnies et pas mal de raisons de ne pas y arriver. Mais c'est sans compter sur l'aide chaleureuse et émouvante de ses proches que Taz va découvrir les joies d'être père. On se croirait un petit peu au théâtre dans ce livre, beaucoup de dialogues, un roman très visuel, tout se lit vite et d'une traite, on découvre les petits instants du quotidien, un magnifique roman, une tranche de vie croustillante à ne pas manquer. Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir sans bouger. Première phrase du premier roman de Victor Gestin, un jeune auteur de 25 ans, et publié chez Flammarion. Bien, alors la canicule, vous vous souvenez? Vous avez adoré, mais vous en voulez encore? Tenez-vous prêts, la chaleur peut se montrer dangereuse. En plein été, Léonard, adolescent introverti et plutôt mal dans sa peau, profite de ses derniers jours d'été en vacances dans un camping. C'est la fête, on danse, on se détend, piscine, aquagym, la plage est à 2 pas, les amours d'été se cherchent, et pour Léonard, la séduction, être avec une fille, il en a vraiment envie mais c'est pas vraiment son truc et il ne sait pas comment s'y prendre. C'est dans ce camping qu'il découvre Oscar, pendu, étranglé par les cordes d'une balançoire. Mais on ne meurt pas comme ça à 17 ans. Et à défaut d'appeler les secours, Léonard se tait, ne dit rien, regarde Oscar mourir avant de prendre son corps et de l'enterrer quelques mètres plus loin sur la plage. Le temps passe, il fait connaissance avec d'autres jeunes, en particulier avec cette fille qui connaissait plus ou moins Oscar. Alors que s'est-il passé ? Et au moment de charger la voiture et au moment de rentrer chez soi, de quitter le camping et les rayons du soleil, les parents d'Oscar s'inquiètent et tout bascule. Bienvenue dans le ventre de la baleine. Là, on a un vrai coup de cœur. L'écriture est simple, sobre, courte, incisive, va droit à l'essentiel, mais en lisant un petit peu entre les lignes, on se rend vite compte que ce roman dit un petit peu plus long sur l'amour, sur la nature humaine et le poids des secrets. Alors, est-ce que je vous le conseille ce livre? Bah bien sûr que oui. Le courage, ce serait de renoncer aux pensées stériles de vengeance et de haine, puisqu'il n'y a personne à punir, ni personne à haïr. Faisons un tour aux éditions Lattès et parlons du nouveau roman de Valérie Tongkong. Valérie scrute à la loupe les cas de conscience et les limites dangereuses de la culpabilité sous fond de pression familiale. Le voisin de Pax est brutalement agressé, mais Pax ne fait rien. Il s'en veut et il se sent mal. Puis il y a Alexis, étudiant, où tout était écrit pour lui, mais du moins en apparence, puisque tout s'est écroulé et il doit maintenant chercher un nouveau chemin de vie. Et pour Amy, elle navigue souvent entre deux eaux, entre deux cultures, puisqu'elle est franco-japonaise, et ces 3 personnages livrés à eux-mêmes et à leurs guerres intérieures doivent trouver en eux un certain recul pour continuer d'avancer dans la vie afin de trouver la paix et le dépassement de soi. Alors dans cette
cette société où on s'en veut de presque tout et presque n'importe quoi, on aimerait trouver des moyens nécessaires pour améliorer nos actions, nos choix de vie, et donc nous interroger sur nos propres conséquences, nos valeurs et nos responsabilités qui en découlent. Apprendre de nos erreurs pour marcher un tout petit peu plus droit et avoir la vie devant soi. Une très belle lecture avec une plume délicieuse, avec des personnages touchants, très complexes parfois, mais c'est cette complexité qui les rend avant tout humains. Pour elle, les moments forts de l'existence, les trous et les silences sont des poches de souffrance qui inquiètent la passion. Bien alors, le soir du réveillon, que répondre à un homme qui vous met au défi de l'empêcher de se suicider? Sophie Bassignac répond à cette question et dépeint un bras de fer entre la vie et la mort. La première scène se passe dans une salle de cinéma. Nous sommes le 31 décembre et il est 18h pétante. Lucie regarde le film, il n'y a personne dans la salle, c'est le désert total, jusqu'au jour où une silhouette en manteau sombre s'installe juste à côté d'elle. Au bout d'une demi-heure de séance, c'est long, c'est pénible, Lucie prend son manteau et s'en va. Mais c'est sans compter sur l'étrange présence de cet homme qui la rattrape et qui lui hurle « Donnez-moi une bonne raison, une seule, de ne pas me suicider cette nuit ». Pour Lucie, c'est la douche froide. Cette histoire de suicide lui rappelle un douloureux souvenir de son enfance il y a quasiment 30 ans avec son père. Alors forcément, elle accepte, accueille chez elle cet inconnu et le cauchemar ne fait que commencer. Alors, cet homme et cette femme ont quelque chose en commun, la manipulation. Lui, plutôt toxique, en profite pour jouir et profiter des faiblesses de Lucie, tandis que Lucie, elle, excelle en manipulation et en effet, puisque c'est cette passion-là, sa passion, c'est son métier, elle est marionnettiste. Deux types de manipulation différentes, l'une tantôt malsaine et dangereuse, l'autre artistique. Mais entre ces deux personnages, une espèce de jeu est en train de s'installer et qui est-ce qui manipule qui est en train de jouer avec qui, où est-ce que se situe l'illusion et le désir de vengeance? Qui est le plus fou des deux? Sophie Bassignac met en lumière les passions qui nous animent, qui nous dévorent, parce que parfois une passion peut nous dépasser et peut nous faire perdre pied. J'ai trouvé ça très addictif, je me suis régalé, une très très belle lecture. 100 milliards de kilos de viande, 50 milliards d'individus mâchés chaque année. Assez de kilomètres pour parcourir 125 fois la distance de la Terre au Soleil. 2 kilos 2, un premier roman signé cette fois de la patte de Gilles Bartholins qui nous vient de Belgique. Coucou les amis belges. Je trouve ce roman dans l'air du temps. Nous allons suivre Sully qui est un jeune inspecteur qui mène un contrôle dans une exploitation agricole suite à quelques plaintes et à quelques doutes vraiment suspects. C'est pas vraiment le bon moment. Sully va donc enquêter, interroger les habitants et surtout les éleveurs. Des vérifications sont alors effectuées et on se rend compte assez rapidement que la viande, les poulets qui attendent leur faim, les conditions surprenantes de la production qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'ose pas voir, tout ça va bouleverser Sully et va réaliser toute la bêtise dans un monde laid où tout se calcule en chiffres et où tout va de plus en plus vite. Pourquoi 2,2 kg? Eh bien 2,2 kg c'est le poids d'abattage moyen d'un poulet. Gilles nous montre une vue imprenable sur les coulisses de ce qui se passe dans notre assiette. De cette viande, comment est-ce que le voyage se fait du début jusqu'à notre estomac, comment tout cela se passe dans les abattoirs, ça c'est enrichissant, vraiment très bien documenté. Gilles nous montre ce système de plus en plus grand, de plus en plus impressionnant, voire cruel. L'auteur dissèque nous plonge dans une autopsie existentialiste qui nous fait réfléchir à 2 fois sur notre manière de consommer. Et avec ça, petit bonus, le roman pèse bel et bien 2,2 kg, ni plus ni moins. Et avec ça, je vous le mets quand même. Ne laisse pas les hommes te dicter leurs lois, ou alors ils te piétineront. Aux éditions Mercure de France, Astrid Elliard nous parle d'Adèle, ou du moins de son absence, dans une famille abîmée. Nous allons suivre le point de vue de plusieurs personnages, mais surtout celui d'une mère, dévastée par la disparition de sa fille,
Adèle. Adèle, cette fille en classe de 3e, qui retrouve son sac à dos dans les toilettes de l'école, qui se fait voler des stylos, qui s'habille avec une doudoune rose et qui porte des bagues coccinelles, ce genre de fille où personne ne veut s'asseoir à côté d'elle. Et du jour au lendemain, elle disparaît, sa mère panique. Elle prévient la police, appelle son ex-mari et l'enquête est un peu au point mort, toujours rien, aucune trace de la petite. Jusqu'au jour où quelque chose de terrible va éclater, un attentat perpétré par Daesh. Bilan, 25 morts. Parmi toute cette horreur médiatique, une ombre au tableau persiste. Et si Adèle ne faisait pas partie des victimes, mais plutôt du clan des coupables? Adèle, dissimulée sous un hijab? Cette Adèle-là, cette Adèle un petit peu naïve à l'école? Pourquoi a-t-elle été complice d'une chose aussi terrible et surtout pour qui? J'ai lu ce roman d'une traite, je ne pouvais plus le lâcher. Un livre sur les apparences et sur la difficulté d'être mère. Derrière les visages et les portes, on ne sait jamais ce qu'il se passe. En compagnie de la collectionneuse, Agnès Van Ouvong nous prend la main et ne nous lâche pas. Bienvenue dans l'univers foisonnant du 3e art. Comment résumer ce livre en un mot? Déjanté. Alors, Frédéric est une détective privée et va se charger de rassembler les pièces du puzzle concernant la disparition de Victoria. Victoria, femme sublime dans le milieu artistique contemporain, est une étoile montante et qui est surtout une très grande collectionneuse d'objets d'art. En particulier, un tableau intitulé L'homme au lavabo de Francis Bacon. Francis Bacon, célèbre pour son modernisme, ses triptyques et ses portraits torturés. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Google ce qu'il fait. Pour moi, c'est un de mes peintres préféré. Bref, une femme et un tableau prestigieux ont disparu et pour Frédéric, elle va voyager aux 4 coins du globe pour résoudre cette affaire. De galerie en galerie et de foire en foire d'art international, notre détective va connaître, loin de ses centres d'intérêt, un univers inconnu avec ses codes, ses idées morales et surtout, elle fera la connaissance de cette femme délicieuse, à tomber par terre, irrésistible quoi. Pour Frédéric, elle qui n'est pas très à l'aise avec son corps et avec sa sexualité, qui vit dans l'abstinence et l'absence de désir, va se rendre compte très vite que toute cette quête et surtout l'attachement qu'elle a pour cette femme, tout ça va lui bouleverser sa vie. Un régal, un pur plaisir, un bonheur. J'ai adoré suivre Frédéric dans ses péripéties sensuelles, parfois sexuelles, la suivre dans cette enquête qui nous fait comprendre le fonctionnement du monde des humains, de leur beauté et parfois de leur laideur, et aussi par la peinture, par le clair, par l'obscur, par les nuances de la subtilité et de la création. Pour moi, un très grand roman et mention spéciale pour cette fin, le coup de théâtre, la révélation surprenante, un roman très visuel, foncez. Des hommes qui aiment le corps d'autres hommes, cela existe depuis la nuit des temps. Je compris assez tôt que cela n'était pas admis par tous et partout. Une vue exceptionnelle, voilà ce que nous offre l'auteur sur le plateau d'argent des éditions Sabine Westpeiser. Un petit coup de foudre, une émotion sensuelle, délicieuse, silencieuse, entre tendresse et complexité. Nous suivons la vie de David et Émile, 2 hommes, un couple. Chapitre après chapitre, l'un ou l'autre nous raconte son point de vue, sa vision du monde et sa vision de l'amour partagée. Tous les deux vont nous raconter leur rencontre là, dans cet appartement à la vue exceptionnelle, vont nous raconter aussi leurs premiers échanges, tout comme leur première fois. 25 ans ont passé et tous les deux vivent sur le lieu de leur rencontre, de leurs préludes intimes et de leurs promesses. Auparavant, David avait quitté Londres suite à une rupture amoureuse avec son ex-femme, alors qu'il venait d'apprendre, qu'il allait connaître la joie d'être père. Émile, neurochirurgien très réputé, fait de son mieux pour soutenir David et ses problèmes de santé et son absence totale de confiance en lui. Les choses de la vie se conjuguent et s'assemblent selon leur rythme. Le couple pose une par une, doucement mais sûrement, les pierres stables et solides de leur relation. Malgré les doutes, les hauts, les bas, le quotidien se fait, se défait, puis se refait. Une vie exceptionnelle. Puis peu à peu, les angoisses de David
David prenne beaucoup de place. Son souhait de devenir père le hante et finit par le rattraper comme une obsession, une bombe à retardement. Alors le manque fait ami avec l'espoir qu'il n'est jamais loin. Alors où est son fils? David fera de son possible pour le retrouver avec l'aide de son compagnon. Et là on a un couple solide comme le rock. Solide comme un rock. Dans ce livre émouvant, Jean nous offre la possibilité et surtout la chance de combler une absence par une force de l'esprit, la volonté. Sommes-nous trop grands ou trop petits pour nous empêcher d'être heureux? Et d'ailleurs, ce qui nous en empêche n'est-il pas trop petit alors qu'on le voit trop grand? Les peurs et les raisons de ne pas y arriver ne sont que des hologrammes déformants. Il suffit juste de passer au travers. Mention spéciale aussi pour la fin de ce roman. Les 2 derniers paragraphes m'ont achevé, m'ont fait tirer quelques larmes. Ce livre est d'une beauté. Toute ta maison sent le chien, déclare un visiteur. Je lui réponds que je vais m'en occuper. Ce que je fais en décidant de ne plus jamais inviter cette personne à nous rendre visite. Reprenons un billet d'avion et retournons dardard en Amérique jusqu'au cœur de la grosse pomme, jusqu'à New York, New York. Imaginez, vous êtes la narratrice, vous êtes professeur à l'université, vous êtes écrivain. Votre meilleur ami décède et son épouse vous demande une faveur. C'est au sujet du chien, elle vous demande si vous voulez le garder. Pourtant, à bien y réfléchir, vous avez toutes les raisons de refuser. Votre bail interdit d'avoir des animaux de compagnie en appartement et surtout, l'appartement, il est minuscule pour accueillir un chien aussi énorme, de race grand danois. Oui, c'est pas le petit chihuahua. Pourtant, allez savoir pourquoi. Vous acceptez. Commencera alors un quotidien différent avec des habitudes différentes et la cohabitation avec ce chien s'annoncera pleine de surprises. Dans ce roman, la narratrice s'adresse directement à son meilleur ami, lui raconte des souvenirs passés et avec le temps, une complicité va naître entre ce chien et elle. Un roman qui explore avec dextérité l'amitié, le deuil, mais aussi le lien qui nous unit avec nos amis les bêtes. La narratrice nous partage son point de vue et sa vision propre de l'écriture, de la littérature. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Pour qui est-ce qu'on écrit? Dans quel but? Et surtout, quelles en sont ses vertus, ses qualités, parfois aussi ses défauts. Écrire sans doute pour construire un abri et y réfugier les disparus, pour être reconnaissant avec la mort qui nous rend un peu plus vivants. Un roman émouvant, parfois percutant et qui nous fait beaucoup réfléchir. L'homme soumet la nature, il la polit à son image, il a alors l'impression de lui être supérieur. Bienvenue chez l'Enclume et le Marteau avec les éditions des Forges du Vulcain. Alexandra Kozelik nous signe son premier roman et nous invite à crier dans les ruines jusqu'à l'autre bout de l'Europe. Installons le décor. Année 1986, nous sommes à Tchernobyl. Ouais, tu vas voir, ce qui est considérable avec la littérature, c'est qu'elle nous permet de voyager où on veut, quand on veut, sans bouger le cul de notre canapé. Léna et Ivan s'aiment d'amour, autant qu'ils aiment d'amour leur pays. L'Ukraine contraste entre une modernité éclatante et une tradition si chère, cette nature si belle, cette nature à peindre avec des lacs immenses, des plaines à perte de vue et des forêts généreuses. De quoi vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est alors que va survenir un drame terrible connu de tous. Un incendie se déclare dans la centrale nucléaire. Pour les jeunes amoureux, catastrophe. Ils sont obligés de se séparer. L'un veut rester à tout prix dans son pays qui est la terre de ses ancêtres. L'autre n'aura pas le choix que de quitter le territoire et de s'installer en France avec sa famille. Mais un jour, oui, promis, ils se retrouveront à travers les frontières et promis, tout sera comme avant. Sauf que plus rien ne sera comme avant. Il y aura toujours un avant et un après Tchernobyl. Cette explosion a fait des Ukrainiens des personnes différentes, mais pour Léna, elle prend le risque. Elle se met un peu en danger et ce n'est que 20 ans plus tard qu'elle décide
de retourner dans son pays. Alors ce qui m'a d'abord frappé dans le roman, c'est avant tout la précision chirurgicale de cette catastrophe nucléaire. Mais on a l'impression d'être comme dans un film, voire d'y être carrément sur place. L'accident dans tous les détails, comment sans la main de l'homme, la machine ne répond plus de rien, de quelle manière cette énorme dalle de béton vole en éclats dans un fracas de plus de 1000 tonnes. Ce roman est un vrai séisme textuel. Et puis il y a ces lettres que tous les deux écrivent de leur côté, mais qui restent et qui resteront sans réponse. Je me suis mangé, en pleine gueule, un coup de tonnerre. Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Aux éditions Gallimard, Monica Sabolo nous plonge dans une région reculée du monde, non loin de cette forêt énigmatique menacée de destruction. C'est ici que Nita, une jeune fille solitaire, se lie d'amitié avec Lucie, Lucie qui est mystérieuse et parfois mystique, attirant le désir et la jalousie et qui aime s'aventurer dans cette forêt. Pour Nita, c'est l'angoisse, elle a les jetons de s'aventurer là-bas, mais décide de suivre Lucie jusqu'au jour où elle tombe sur des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Retrouvée complètement nue, au pied d'un arbre par une nuit glaciale, Lucie se renferme sur elle-même et en état de choc décide de ne plus parler à personne. Alors que s'est-il passé dans cette forêt? Avec douceur et mélancolie, Monica nous tend un miroir où chacun essaie de trouver sa propre part de vérité. La frontière séparant l'horreur et l'onirique est tellement mince qu'elle peut se casser à tout moment et plonger les spectateurs de cette forêt mystérieuse dans la folie. Une très belle écriture, suave, exquise, qui parfois ne manque pas de fil à retordre et de piquant, une belle pépite. Ce qui est extraordinaire avec la musique, c'est qu'elle fait fondre toute l'épaisseur du temps. Après les États-Unis et l'Europe de l'Est, reprenons un billet d'avion et mettons le cap sur un pays haut en couleur, j'ai nommé... Eh oui, le Japon. Vous voulez voyager? Vous voulez des paillettes dans votre vie? Vous allez être servi. Akira Mitsubayashi est là pour donner de la beauté à vos tympans. Le thème central de ce roman, la musique classique, là où le violon est un personnage à lui tout seul. Tout commence avec 4 musiciens se réunissant pour répéter. Nous sommes à Tokyo en 1938 et à ce moment-là de l'histoire, la politique et la guerre forment un cocktail explosif. Alors qu'ils sont à une énième répétition, les soldats font irruption et le violon de Yu est brisé, piétiné par un militaire. Accusé de complot, le quatuor est donc embarqué et arrêté. Et c'est là que Rei, âgé de 11 ans, est volontairement caché dans une armoire à l'abri des regards, a assisté à cette scène tragique et ne reverra plus jamais son père. Pour lui, cette absence et ce violon détruit le traumatisera à vie. Les années passent et Rei va mener une quête poignante, redonner vie à ce violon plus beau et plus mélodieux que jamais. Il fera aussi la connaissance d'une très grande musicienne, se rendra compte que le monde est si petit et que la musique, tout comme les rencontres, peuvent changer une vie et nous aider à faire de nos cicatrices intérieures une lumière sublime. L'émotion dans ce livre, l'émotion est grandiose. L'auteur nous raconte avec une puissance et une sensibilité recherchée la question du souvenir et comment un court instant de notre vie peut nous sauver une seconde fois à travers le prisme du deuil impossible. Bien évidemment, on retrouve plein de codes issus du Japon, par exemple les formules de politesse, le rapport à l'honneur et surtout le rapport à la beauté. On est dans le Japon pur et dur. Amoureux du pays du soleil levant, lisez-le. La clé tourne dans la serrure. Les mains autour de son cou forment un collier. Elle glisse sa langue dans la bouche de la fillette. Née en 1990, Geoffrine Donadieu sort ce premier roman et c'est un choc, viol et châtiment. Attention, faut quand même s'accrocher, alors nous sommes dans une histoire de France qui raconte, peu avant le passage aux années 2000 et au 3e millénaire, comment Romy, cette petite fille ordinaire, est abusée pour la première fois par France, une voisine. Romy n'est alors âgée que de 9 ans. Oubliez l'enfance et l'insouciance, faites place au combat intérieur, place à la violence,
à la cruauté et à l'auto-sabotage. Jusqu'à ses 19 ans, Romy n'aura de cesse de se battre contre ce démon qui grandit en elle. Elle va commencer par se faire du mal, doucement d'abord à se cogner la tête contre les murs, puis le mal prend trop de place. Alors on le sort et on l'expulse comme on peut avec nos moyens intérieurs. Ça peut aller par du sexe sale, agressif, ça peut aller aussi par des troubles alimentaires, anorexie, sans parler du passage à la puberté, de ce corps qui change et qui deviendra à Romy son principal ennemi. Un vrai choc littéraire et avec une force implacable, Geoffrine Donadieu nous parle de la pédophilie et de la difficulté à s'en sortir. C'est un roman qui m'a longtemps hanté après l'avoir fini et à mon avis, ce roman, il ira loin. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui il est. Il ne porte pas le nom de ceux qu'il appelle papa et maman. Un premier roman, cette fois-ci publié aux éditions de l'Iconoclaste, et c'est signé Mathieu Palin. Naître du mauvais côté de la vie et apprendre à se débrouiller. C'est le cas de Wilfried. Il est né d'une mère très jeune qui l'abandonne, qui est sans emploi, qui consomme de la drogue, et un père inconnu. À seulement 8 mois, il est arraché de ce milieu familial par un juge et se retrouve placé dans une famille d'accueil aimante chez Anna et Thierry. Wilfried grandit et reçoit tout l'amour dont il a besoin et à l'âge de 15 ans, son monde c'est le foot, d'autant plus qu'il se révèle plutôt doué dans son domaine. En apparence, on pourrait dire que Wilfried est remis sur les rails, que tout va bien, mais avec l'arrivée de l'adolescence, une colère mue et bouillonne en lui. Crise identitaire. Ne sachant rien de sa véritable famille et à la recherche de réponses, sa rage trop longtemps rentrée explose comme un volcan. Wilfried crie, Wilfried frappe. C'est l'exclusion définitive et retour à la case départ. C'est sans compter sur la présence de son éducatrice, bienveillante, compatissante, mais autoritaire, que va se lier un lien particulier. Et pour cette éducatrice, il faut à tout prix sortir Wilfried de cette spirale infernale. Un roman magnifique, plein de réalisme, de vérité, mais surtout d'humanité. Par-delà la violence, on prend sur soi, on prend un petit peu de distance et on essaie de trouver les bonnes solutions pour pallier à un monde actuel où la violence se répand comme une épidémie. Cette violence-là, qui est de plus en plus facile, ce livre est génial. Lisez-le! C'est donc cela les pleurs, les vrais, des blessures en avalanche, les muscles, la peau, les os, le sang qui tentent de sortir par les yeux, qui fuient ce navire à la dérive. C'est donc cela les pleurs, le sacre du désespoir. Avec une bête au paradis, Cécile Coulon nous chope par le col dans un huis clos hanté par la folie d'être libre. Tout se passe au paradis, le nom de cette ferme en plein milieu du Limousin. L'héroïne, Blanche, petite fille d'Émilienne, est élevée seule au milieu des vaches, des poules et des cochons. Au moment de son adolescence, elle rencontre Alexandre, son grand amour, ce genre d'amour qui détruit tout sur son passage. Vous le voyez, cet amour-là. Leur couple perdure et se solidifie, mais pour Blanche, il y a quelque chose qu'elle aime beaucoup plus fort que cet homme, c'est cette ferme, ce lieu dans lequel elle grandit, alors que pour Alexandre, pour lui, son ambition, son désir le plus fou, c'est de réussir. Il veut une vie plus riche, plus grande, plus remplie, et il souhaite vivre en ville. Habituée et baignée dans cette campagne depuis toute petite, Blanche sait où est sa place. Bien évidemment, le couple se déchire, se sépare, puis vient le temps de la vengeance. Ce livre est un livre d'amour, ce livre est un livre de femme, d'une nature féroce, musclée et un peu sauvage. Cécile Coulon nous interroge sur notre place dans cette société de plus en plus individualiste, interroge la question du corps et du lien qui nous unit avec nos amis les bêtes. Un roman aux couleurs du sang et de la terre, d'une poésie bestiale. Les plus faibles, les bêtes malades ou les chiots mal portants sont retrouvés morts, leurs carcasses jonchant les déchets imbibés de neige fondue. Repartons à l'aéroport, oui encore, un billet d'avion, oui encore, avec les éditions du Nouvel Attila. Et où est-ce qu'on va partir cette fois? Sous les tropiques?
Mais vous n'en avez pas eu assez avec cette chaleur là? On va aller se rafraîchir un peu. Direction le Canada. Un peu d'air frais nous fera du bien. Kevin Lambert, seulement âgé de 25 ans, il nous lâche cette pépite. Mais là j'ai été scotché. Une fiction syndicale aux petits oignons, où l'inspiration rappelle de temps en temps la prose tonique de Virginie Despentes. Querelle, c'est un ouvrier au physique magnifique, le genre de colosse qui aime le sexe et tous les garçons vendraient père et mère pour être au pieu avec lui. Du sexe pour tromper l'ennui, et lui il bosse dans une scierie dans le nord canadien. Mais la révolte gronde et la grève éclate. Tragédie politique et sociale. Dans cette série, il y a aussi Jézabel, cette héroïne forte incarnant la liberté et la joie farouche, loin des lois imposées par le monde du travail. La grève prend beaucoup d'ampleur au sein des confrontations, des humiliations et des intempérances, le tout dans un conflit général public, dans une écriture courageuse et admirable. Kevin nous raconte au scalpel une littérature forte, ce genre de littérature qui cogne avec un réalisme franc du collier. Sexe, révolte, liberté, sincérité, tous les ingrédients sont bons pour nous plaire et j'ai été conquis et totalement sous le charme. Tout est nouveau et maudit. Être indien en Amérique n'a jamais consisté à retrouver notre terre. Notre terre est partout ou nulle part. Déroulons le tapis rouge et blanc aux couleurs des éditions Albin Michel et c'est Tommy Orange, auteur américain, qui nous signe son premier roman. Nous sommes à Auckland, à San Francisco. Entrons dans l'Amérique des Indiens, mais attention, il s'agit de l'Amérique avant les Américains. À travers 12 personnages plus attachants les uns que les autres, Tommy nous parle de l'Indien urbain et de la façon dont ils vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde moderne, mais façonné et fissuré par la pauvreté. Dans une tension qui monte à chaque page, l'auteur nous dépeint un passé, un présent et peut-être un avenir. Alcool, chômage, abandon, rage et poésie, ces personnages verront leur destin se croiser, se lier à l'occasion d'un grand pow-wow et partageront leur expérience de la destruction dans une humanité incroyable, tout comme leurs ancêtres ont fait avant eux, etc., etc. Et là, on tient, pour un premier roman étranger, un gros coup de cœur. J'ai appris des tas de choses sur un morceau de cette Amérique que je ne connaissais pas. Je n'ai pas été déçu du tout, au contraire. Dès que j'ai lu les premières pages, j'ai eu d'emblée la conviction de tenir une révélation extraordinaire. La mémoire n'a pas de câble à rallonge électrique. Si c'était le cas, en géométrie, la bêtise perdrait une longueur proportionnelle. Ah ouais, on en fait des voyages ici, hein, vous ne trouvez pas? Bon allez, ça vous dit? On reprend l'avion? Quoi, déjà? Vous n'en pouvez plus? Oh ouais. Quand je vous aurai parlé des veilleurs de Sangomar de Fatou Diome, vous aurez envie d'aller au Sénégal. Vite fait, bien fait. Le rejet a toujours peur de l'amour. Sangomar, ou ce petit bout de terre inhabitée, dans une tradition abrupte, c'est là où se rassemblent les âmes des défunts. Ici même, nous serons dans la peau de la jeune Kumba qui est recluse chez sa belle-mère. Elle entame un deuil et une période de veuvage difficile puisqu'en effet, elle a perdu son mari dans le naufrage du Jola en 2002. Dès qu'elle est seule de chez seule dans sa chambre, Kumba prend sa feuille de papier et s'arme de son stylo et va déverser toutes ses pensées, tout son chagrin, toute sa rancœur et toute sa révolte. Gardez donc votre riz, vos noix de cajou, votre indélébile huile de palme. Mais rendez-moi mon mari, il valait mieux que vos trésors. Mon cou se souvient du feu de tes baisers, comme les fleurs fanées se souviennent du soleil. Kumba a besoin d'être seul, Kumba a besoin d'être un peu retiré du monde et d'être renfermé et de s'adresser aux esprits de ses ancêtres par le biais mystérieux et salvateur qu'est l'écriture. Auréolé d'une certaine forme de magie et une certaine forme de puissance comme ça qui... très ancré dans la terre, très ancré dans le réel, Fatou Diome dépeint et dénonce que l'écriture peut raviver des souvenirs heureux, peut raviver l'amour fou, comme il peut nous permettre de sortir toute cette énergie négative et cette colère qui sommeille en nous. L'écriture pour Fatou, c'est un peu comme une danse, un tango où le présent flirte avec le passé et qui fait languir le futur.
22e roman sélectionné avant de passer à mon top 3 de mes meilleures lectures de cette rentrée. C'est une auteure qui ne manque aucune rentrée et qui est au sommet de la littérature francophone depuis bientôt 30 ans. Par contre, laissez-moi 2 secondes, le temps d'aller chercher un accessoire, enfin voilà, bon, vite fait, hein. Rien de bien méchant, mais en plus avec les spots là, il fait hyper chaud. Allez, hop, la petite chronique. J'en ai pour 2 secondes. C'est à l'endroit ou à l'envers là? Attends. Ouah, la vache! Foutu perruque! Et si je mets ça comme ça le fait? Ce que l'esprit ne comprend pas, le corps le saisit. Dormons d'amour fou. Quoi? Bah oui, on trinque avec de l'eau, bah y en avait plus de champagne au frais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parler de son nouveau bébé qui s'appelle Soif en trinquant avec de l'eau... Quel scandale! Pour tous ceux qui pensaient qu'avec Soif, le roman parlerait de champagne, perdu. Ce serait bien trop facile de dire que le nouveau roman d'Amélie Nothomb, auteur et ami très cher à mon cœur, est une grosse claque dans la gueule, emballé, c'est pesé. Pas facile d'aborder un roman avec un sujet aussi délicat, parler de Jésus et de sa longue agonie sur la croix à la crucifixion... C'est audacieux, mais j'aime les challenges, j'adore les défis. Amélie Nothomb se met dans la peau de Jésus et dans une écriture du corps, elle commence par son procès. Le procureur n'a rien laissé au hasard et le condamne à la crucifixion. Dans les moindres détails, la scène de la crucifixion occupe une énorme partie du roman et Amélie prend des risques en faisant une excentricité avec l'eau qui devient un personnage. Cesser d'avoir faim s'appelle la satiété, mais cesser d'avoir soif ne s'appelle pas. Pour éprouver la soif, il faut être vivant. Pour Jésus, sa soif est si grande qu'il accepte tout par amour, par sacrifice, et qu'il finit par tout pardonner. En d'autres termes, et en lisant un peu entre les lignes, ce roman nous apprend à pardonner et à accepter les choses dans un monde aussi violent soit-il, le rapport à la peur de mourir, à la vie et à la nature humaine, dans toutes ses coutures, et aussi, surtout, dans toute sa beauté, dans une mécanique d'écriture et de réflexion très bien huilée. Une audace mêlée d'un danger effrayant qui nous rappelle combien notre corps est si personnel et qu'il faut savoir l'écouter. Bien, passons maintenant au top 3 de mes meilleures lectures de cette rentrée littéraire. Au programme, la condition féminine, la société de consommation et une vie d'amour à aimer dans tous ses excès et sa folie. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes, ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Toujours chez Albin Michel, un premier roman. Retenez bien ce titre, il a un potentiel énorme. Féministe et violent. Remontons encore dans le temps et arrêtons-nous précisément dans le Paris du 19e siècle. Nous sommes à la Salpêtrière qui est un asile pour femmes. Elles sont de tous âges, de 13 à 65 ans, brunes, blondes, rousses, petites ou maigres. Les internés ne se composent que de femmes. Et une fois par an, sur l'idée du docteur Charcot qui tient à faire de ces internés des femmes comme les autres, se tient le temps d'une soirée le bal des folles. Costumes, déguisements, perruques, belles robes, il y en a pour tous les goûts. Et l'événement est très attendu comme chaque année. Sur des airs de valse ou de polka, toutes ces femmes oublient qu'elles sont malades. Parmi elles, nous allons en suivre 3, Louise, Geneviève et Eugénie. Soit dit en passant, Eugénie c'est ma préférée. Victoria nous raconte de quelle façon ces 3-là ont été internés, souvent de force et souvent par un homme. De chapitre en chapitre, on apprend à les connaître et on se rend compte que pour certaines, elles sont loin, très très loin d'être folles, bien au contraire, elles sont très intelligentes. Intelligentes et surtout différentes, voire même incomprises aux yeux des autres, surtout aux yeux des hommes, jusqu'au moment où une des 3 est prise au sérieux par une infirmière. Alors comment sortir de cet asile, de ce huis clos et comment retrouver sa place, sa véritable place quand on est une femme? L'auteur nous retrace et met à nu la condition féminine de cette époque où la différence était vécue comme une forme de sorcellerie. Ce roman est un régal. Le contrôle du mystère féminin, le rapport homme-femme, mais aussi les étiquettes et les suppositions envers autrui qui sont rapidement déformées. Un premier roman, un gros coup de cœur dans mon top 3. Demi-carcasse, ligne d'abattage, tunnel de désinfection. Il sait que demain encore,
il devra abattre des humains. Allez, dernier roman étranger et dernier premier roman, Cadavre exquis, qui nous vient tout droit d'Argentine. Ouais, c'est le dernier trajet en avion et après, promis, on rentre à la maison. Hein. Pour moi, je considère ce roman avant-gardiste, d'une réalité stupéfiante. Tous à publier chez Flammarion. Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Les scientifiques ont créé et inventé une nouvelle race, une nouvelle manière de s'alimenter et de consommer. Étant donné que presque toutes les ressources de la Terre ont été épuisées, il ne reste plus grand chose à se mettre sous la dent. Pour continuer à perdurer, notre espèce a besoin de manger protéines animales, végétales, du poisson, de la viande, du riz, des pâtes, des machins, des trucs. Bon, sauf que quand il n'y aura plus rien de tout cela, après, ce n'est que mon avis à moi, mon ressenti personnel, hein, eh bien, on passera à une autre manière de consommer, entre sauterelles grillées au barbecue, millefeuilles aux ailes de papillon, ou encore de la soupe à la limace. Et quand le dernier insecte, la dernière des ressources sera croqué, avalé, mangé, digéré, eh bien, que restera-t-il ? Nous, l'espèce humaine, non seulement la population mondiale aura atteint des chiffres vertigineux, mais en plus, il n'y a personne au-dessus de nous sur la pyramide de l'échelle alimentaire. Vous me suivez? Faites un geste pour la planète, donnez votre peau et votre chair à la consommation. On sera plus ou moins dans l'obligation de se manger les uns les autres jusqu'au dernier, et une fois l'extinction de l'espèce humaine, de tout, la nature reprendra ses droits sur la Terre. C'est un peu cela que cherche à dénoncer ce roman, et voilà pourquoi je le trouve avant-gardiste. La misère et la cruauté humaine dans toute sa splendeur et sa monstruosité servie sur un plateau, à table. C'est au cœur de cette horreur qu'on va suivre un homme qui travaille dans des abattoirs. Un jour, il ressent quelque chose pour une femme qui est destinée à la consommation, qu'on appelle entre guillemets première génération. L'homme prend la femme sous son aile, l'accueille chez lui et s'occupe d'elle du mieux qu'il peut, la traite comme un être humain. Et dans ce système dégueulasse où l'homme travaille dans ces abattoirs, il est contre ce système. Cet homme qui a beaucoup de valeurs, pas mal de qualités, mais qui ne parle pas beaucoup, qui est assez introverti. Or, aux yeux de la loi, tout contact inadapté avec ce qui peut être considéré par cette société comme un animal d'élevage est passible de la peine de mort. Ce qui m'a plu dans ce roman, y compris son côté réaliste et très osé, c'est sa fin. En effet, notre personnage a un rêve qu'il tente à tout prix de réaliser, mais à la dernière page, toute la bonté de cet homme, tout s'effondre comme un château de cartes. Absolument dingue. Il m'a fallu quand même un bon moment pour me remettre de mes émotions. Attention quand même, hein, je mettrai un petit bémol pour les âmes sensibles, à déguster sans modération. Ah bon, et maintenant, quelle émotion et surtout quelle joie de vous parler de mon plus gros coup de foudre de cette rentrée. Alors je savais que je m'attendais à quelque chose de puissant pendant ma lecture, mais pas à ce point. Allez, accroche-toi bien à ton slip, c'est parti. Je suis cinglé, je le hurle. Rien à foutre de mourir ce soir. Je crie que je l'aime à en crever. Je suis le genre de femme qui crève par amour, qui crève tout court. Mon amour, regarde-moi, aime-moi. Je veux la première place. Édition Julliard, nouveau roman de Loulou Robert. L'amour prend toute la place. Trop de place, c'est sans limite. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit si ce n'est la douleur et les cicatrices éternelles. Dès qu'elle le voit, elle scelle un pacte avec elle-même. Cet homme sera à elle, elle consacrera toute sa vie à l'aimer, quoi qu'il lui en coûte. C'est l'histoire de M qui rencontre M, deux consonnes, deux personnes, un seul couple. Lui, il est journaliste, elle est étudiante, et c'est elle qui va nous raconter son histoire, sa vision de la force de l'amour, et parmi leur quotidien, parmi leur intimité, elle ne vit qu'à travers lui, elle l'aime, et plus rien n'a d'importance. Pendant des années, on les voit s'aimer, se détester, et l'amour, tout comme la douleur, hein, ne va pratiquement jamais l'un sans l'autre. La violence dans l'amour dans la violence, c'est assez difficile pour moi d'en parler. Il m'a fallu un certain recul pour le faire, et j'en ai parlé avec un ami auteur et blogueur, Nicolas Auguin. Je sais que tu regarderas cette vidéo, je te fais des bisous. Il y a quelque chose d'animal, de primaire et d'insolite dans ce roman, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Je l'ai lu d'une seule traite en une après-midi, j'étais au
obligé parfois de le reposer, de faire un peu de pause et puis de le reprendre. J'avais vraiment l'impression que l'auteur installait face à moi un miroir. Paf! Et démerde-toi un peu avec ça, quoi. Cette femme tellement hypersensible qui ressent tout d'une manière tellement forte, elle se perd et elle se terre dans les excès, dans l'alcool, les cachetons, la dépression, puis t'as l'envie d'en finir, et puis t'as l'envie d'aimer qui revient comme ça, comme une vague en pleine poire, avec ses pensées qui tournent, le cerveau qui cogite tout le temps. C'est un vrai moulin qui tourne et qui ne s'arrête pas. On aimerait mettre ne serait-ce qu'une demi-seconde notre pensée, notre cœur, notre cerveau en mode off pour tenter de respirer un peu, mais quand bien même on arriverait à le faire, est-ce que ce ne serait pas encore plus pire? Tout ce vide, tout ce rien, ce néant, cette petite pulsion de mort, quand plus rien ne réagit, quand toute cette vie et ce monde extérieur et cet amour nous dépassent finalement. Comment aimer à en crever quand on n'a aucune confiance en soi, quand on n'a pas vraiment les clés, les outils, quand on a grandi orpheline, abandonné? Alors l'hypersensibilité, d'accord, c'est un pouvoir, c'est un petit quelque chose en plus, c'est parfois une force, mais c'est surtout un fardeau énorme dont on n'arrive pas ou plus à se défaire. On met notre énergie un peu partout, on se disperse, on s'éparpille, on vit à 100 à l'heure, débordant de créativité, on a envie de faire plein de choses dans une seule et même journée. Mais à côté de ça, l'angoisse est tout le temps là, derrière toi, posée là sur ton épaule. Enfin, tu la traînes ton angoisse, tu la traînes comme un boulet qu'on attache à la cheville. Ce livre dépeint tellement de choses et me ramène à moi sur tellement de points là que je suis en train de vous citer. Une angoisse qu'on cherche à tout prix à faire taire par de l'amour extrême. On dépasse les limites, on dépasse les frontières, on va loin, ou par des sensations fortes, ou par de l'art, par de la créativité, la littérature, l'écriture, la peinture, tout ce qui peut nous rappeler combien c'est jouissif d'être en vie. Et au moment où on goûte à tout ça, à cet amour, limite à cette dépendance, et ben paf, on se le dit qu'on ne le mérite pas. Si tout cela dure un peu dans le temps, c'est que ça dissimule quelque chose de plus grave. Et dans le cas de cette narratrice dans ce roman, quand on est une personne introvertie, timide, entre elle et moi, limite, enfin, ça matchait, enfin, il y avait quelque chose d'une alchimie. Quand on a d'énormes difficultés à aller vers les autres, à demander ne serait-ce qu'une baguette bien cuite à la boulangère qui vit en bas, l'effort d'aller sortir extérieur parce qu'on a peur du regard des gens, on a peur du monde extérieur, de sa violence aussi, ou même dans la sphère privée, à la maison, décrocher au téléphone, ça relève d'une angoisse et d'une peur permanente. L'angoisse est toujours là, qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'extérieur. Enfin bref, c'est l'enfer quoi. J'ai connu, je connaîtrai encore ces choses-là. Et dans ce roman, c'est ça quoi. Je me suis reconnu mais maintes fois. L'écriture est une écriture écorchée vive, mordante, suppliante. Roman qui n'est constitué que de nerfs et d'os. Toutes les 5 pages, je cornais. C'était juste, c'était vrai. Hyper sensible, hyper amour, hyper tout. J'ai été obligé de repenser à des pans de ma vie que j'avais cru ancré, enterré, enfoui dans le sol, sous mes pieds. Je me suis dit, allez, paf, tout ça c'est derrière moi, ça ne m'atteindra plus. Et c'était fort et en même temps c'était triste et en même temps bizarre. Enfin, ce truc de la vie, quoi, où tu sais plus. Tu sais, mais d'un autre côté, ça t'échappe. Ça t'échappe et tu sais plus. En bref, ma meilleure lecture de cette rentrée littéraire, Loulou Robert. Je l'aime. Et sans doute, à ce jour, peut-être une de mes meilleures lectures de cette année 2019. Ça te brûle les os et ça te glace le sang pour ensuite mieux recommencer. Une beauté. Cette vidéo touche à sa fin. Avant de boucler cette formidable aventure riche en émotions, je tenais à vous remercier tous, vous, ceux qui regardent cette vidéo, vous les auteurs, vous les lecteurs, vous les chroniqueurs, les copains, les copines, les amis, la famille, tout le monde, vous les auteurs, les éditeurs, vous qui mettez tant de cœur à l'ouvrage, nous donner et mettre en lumière ces talents, ces pépites, ces nouveaux mondes à découvrir, des premiers romans, des auteurs étrangers, etc. Toute une fresque énorme sur le monde extérieur et sur notre monde à nous, notre vision du monde à nous. Merci à vous tous et merci de votre confiance, voilà. Merci pour votre travail fourni et puis évidemment merci aux libraires pour leurs chaleureux conseils. Merci de tout mon cœur d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Dieu sait que cette vidéo était super longue à faire, à tourner, à préparer et j'imagine que pour vous c'est un peu long aussi à regarder. J'espère que vous avez tenu le coup jusqu'au bout en tout cas. Et pour vous remercier et pour vous faire partager un peu plus loin mon amour des mots et du langage, je lance un gros concours de la mort! Concours ouvert jusqu'au 10 octobre 2019. Les romans à gagner sont, on se croirait dans une remise de prix des Oscars, Querelle, Le bal des folles, Cadavre exquis
et je l'aime. Pour remporter l'un des 4 romans proposés, c'est très simple. Envoyez-moi votre mail de participation à cette adresse, cédric-armen@hotmail.fr. Précisez dans le mail quel roman vous fait envie et pourquoi. Suivre la maison d'édition correspondante sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, voilà. Tous les liens seront dans la description, tout est noté, hein, n'hésitez pas à checker. Likez cette vidéo, déposez un petit commentaire parce que nous, on est toujours dans l'échange, dans le partage, dans le plaisir, dans le bonheur. Ça fait un peu la force de cette chaîne. Et si vous voulez avoir une toute petite chance en plus de remporter le roman, partagez cette vidéo avec vos amis lecteurs, voilà, un peu autour de vous. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant et puis faites-vous un thé après parce que... vous l'avez bien mérité. Encore merci, je vous embrasse de tout cœur. Prenez soin de vous et lisez, 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 lisez à en perdre haleine. On se retrouve très bientôt début octobre. Je vous aime et c'est une fin de tournage. Ouais, papa, 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 papa.